Bon, mais on va démarrer. Là, je vois que ça y est, à peu près tout le monde a pris place. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Cité de l'Espace. Donc, ce soir, on va parler astronomie et plus précisément astrométrie avec l'exploitation des données de la mission Gaia. Alors, jusqu'à une cinquantaine d'années, quand on demandait à Google quel est le problème le plus difficile en astronomie, la réponse était sans équivoque possible, la mesure des distances. Mais depuis, il y a eu Hipparcos, qui a ouvert un peu la voie de l'astrométrie spatiale de haute précision, donc c'était en 1989. Et puis ensuite, il y a eu Gaia en 2013. Donc deux missions qui sont quand même uniques en leur genre, donc des missions typiquement européennes, de l'Agence spatiale européenne, donc qui ont été effectivement conçues pour balayer le ciel, cartographier notre galaxie, la Voie lactée, et puis nous éclairer là sur sa formation et son évolution. Alors ce que je veux souligner aussi, c'est que Gaia, en tant que satellite, est quand même, puis pas que satellite, aussi toute la partie exploitation, est quand même assez emblématique de l'excellence du tissu spatial toulousain, puisque Gaia, donc satellite, a été, comme vous le savez, conçu et fabriqué à Toulouse par des ingénieurs et des techniciens, donc je crois d'Astrium à l'époque, devenus aujourd'hui Airbus Defence and Space. Et donc je pense que ces gens-là peuvent être fiers de la performance technique exceptionnelle de ce satellite-là qui a doublé sa durée de mission prévue puisqu'on était parti sur 5 ans et on a fait 10. Alors Gaia est arrivé au terme de ses observations donc en début de cette année, c'était le 15 janvier précisément, et laisse derrière lui un trésor colossal de données à traiter, là, qui vont continuer d'alimenter la recherche en astronomie pendant des années. Excusez-moi, il y a toujours la perturbation qui ne va pas. Voilà. Donc Gaia, je disais, est arrivé au terme de ses observations et donc va laisser un trésor de données là, qui vont alimenter la recherche en astronomie pendant encore bien des années. En nombre d'opérations de calcul, donc Gaia constitue le plus gros traitement de données de l'histoire de l'astronomie avec plus de 3000 milliards d'observations collectées, ce qui a nécessité de développer des plateformes de traitement basées sur les technologies du Big Data, donc technologies qui sont utilisées là par les gens du web comme Google. Donc pour parler de ces traitements et puis des avancées scientifiques qu'ils ont permis, donc nous avons convié deux personnalités référentes, là je dirais, donc Angélique Barbier, à ma gauche, donc, qui est chef de projet responsable du centre des données Gaia au CNES à Toulouse, on appelle le DPCC, c'est comme CNES, voilà, qui est le plus gros centre de traitement Gaia là, parmi les 6 qui sont concernés en Europe, je crois, et Frédéric Arenou, à ma droite, voilà, Arenou, qui est ingénieur de recherche du CNRS à l'Observatoire de Paris-Meudon, qui a longuement travaillé sur l'exploitation scientifique là, des données Hipparcos avant de rejoindre effectivement le traitement des données Gaia, donc la validation des catalogues, mais aussi le traitement des étoiles doubles et multiples. Donc je leur laisse la parole immédiatement. Et désolé pour le téléphone. Donc bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Alors Philippe vous a donné déjà pas mal de mots-clés que je vais répéter. Donc on va essayer de vous emmener dans un petit voyage d'1 heure là où on va vous parler de la mission dans son ensemble pour arriver quand même assez rapidement aux résultats scientifiques qui sont quand même l'or qu'on produit quelque part dans notre projet. Donc, et là j'ai le bug classique du départ. Excusez-nous, il fallait forcément qu'on ait un bug, c'est l'informatique, l'effet démo. Ok, donc le programme de ce soir, donc je vais faire un rappel de la mission. On fera un petit tour côté satellite, parce que ce satellite, il est quand même Midi-Haute-Garonne en grande partie, donc on va en parler. J'expliquerai quelques éléments sur le traitement de données, mais voilà, je laisserai libre cours à vos questions pour les plus technophiles sur comment on traite les données au CNES. Et on arrivera sur la partie, à mon avis, qui vous intéresse le plus, qui est la partie des résultats scientifiques. C'est quand même pour ça qu'on travaille. Donc la mission. Les objectifs de Gaia, l'objectif majeur de Gaia, c'est de cartographier 1 milliard d'étoiles en 3D. Ça représente à peu près 1% du ciel. Actuellement, on est plus à 1,8 milliard, donc on va approcher les 2%, donc on est plutôt content. 1%, ça paraît
pas énorme, pourtant c'est 400 fois plus que le catalogue Hipparcos, le catalogue précédent. Donc ça commence à être quelque chose d'assez important sur notre connaissance de la Voie lactée. L'idée de Gaïa, donc, c'est de mesurer pour chaque étoile donc, sa position et sa distance, ce qu'on appelle l'astrométrie, sa lumière en spectrométrie large bande et en photométrie, donc vraiment la décomposition lumineuse va être importante pour nous. La vitesse radiale, donc c'est son déplacement en spectrométrie bande étroite. Donc ça nous permet de faire un petit résultat en une vue 3D dynamique à 6 paramètres. Donc les coordonnées célestes de d'habitude pour les 2 premiers paramètres de position avec la variation de position qui est juste en dessous. La parallaxe, donc la parallaxe c'est la coordonnée du point en fait quand vous observez par exemple vos doigts d'un œil droit, œil gauche. Vous voyez qu'il n'est pas exactement au même endroit en fait, et on mesure cette variation d'angle et ça nous donne de la précision du coup sur le positionnement de l'étoile par rapport à nous, par rapport à la Terre. De toutes les mesures qu'on va faire d'astrométrie, de lumière, on va pouvoir en déduire un certain nombre de paramètres, les paramètres astrophysiques des étoiles, la nature, l'âge, la taille de l'étoile. Voilà, on va vraiment établir une carte d'identité de chaque étoile qu'on va pouvoir détecter pour avoir la meilleure idée de ce qu'est l'étoile par rapport aux familles d'étoiles qu'on peut connaître. Mais Gaïa, en plus de mesurer les étoiles, en fait, on a pu élargir son spectre d'intervention quelque part. On voit donc les quasars, donc de jeunes galaxies actives très lointaines, qu'on peut capter, les objets du système solaire, les astéroïdes, les comètes. On a réussi à en préciser les orbites notamment de tous ces éléments-là. Les systèmes d'étoiles multiples ou binaires, donc Frédéric est responsable de la thématique, si vous avez des questions n'hésitez pas à lui en poser, mais voilà, on a constaté que contrairement à notre Soleil, beaucoup d'étoiles vivaient en binôme, en couple en fait dans notre galaxie. Et les galaxies, donc on voit des galaxies à côté d'un autre, donc on voit les amas d'étoiles et on en devine du coup les galaxies qui nous sont voisines. Toutes ces données-là, elles sont dites cataloguées. Donc les catalogues, ça va être vraiment notre héritage. Pour ne pas attendre 10 ans de mission et fournir au bout de 10 ans un catalogue, on a fait le choix stratégique de publier régulièrement en prenant un certain nombre de données pour faire petit à petit en fait incrémenter notre taille de catalogue. Donc on a commencé avec un catalogue qui représentait 14 mois de données, donc assez petit, mais ça donnait déjà une bonne idée de ce que pouvait faire le satellite Gaïa avec 14 mois de données. Le dernier catalogue était la DR3, couvrait 34 mois de données acquises, donc ça restait assez peu. On a quand même maintenant 1,8 milliard de sources dans ce catalogue, ça a été publié en juin de 2022. On travaille actuellement sur le catalogue des 50 missions initiales, les 66 mois de données. Donc voilà, c'est une production qu'on a en cours, ça couvre les années donc, de 2014 à 2019 à peu près, pour pouvoir produire ce catalogue. Donc ça va être vraiment notre catalogue mission initiale. Et ce qui nous attend dans les prochaines années, donc après 2026, c'est le challenge de produire du coup le catalogue final à partir des 10 ans d'acquisition de données, donc 126 mois au total. Et on pense réussir à faire ce challenge d'ici 2030. Donc le satellite est certes passivé, comme on dit, hein, il a fini sa mission, mais la mission Gaïa continue pour nous au sol. Voilà, le sol a pris le relais et va continuer à travailler minimum jusqu'à 2030 pour réussir à sortir et à exploiter toutes les données produites par Gaïa. Ces catalogues, ils sont disponibles en ligne gratuitement. Astronomes amateurs, professionnels, experts du data mining et autres, vous pouvez aller requêter comme vous voulez ce catalogue. L'idée de Gaïa, c'est de mettre à disposition de l'ensemble des gens directement ces données sans temps de protection des données. Donc dès qu'on a un catalogue qui est prêt, on le met vraiment à disposition parce que c'est aussi à travers la communauté qu'on obtient de grands résultats à partir des données qu'on publie. Donc vraiment l'idée de Gaïa, c'est avant tout de produire des données pour que la communauté puisse découvrir des nouvelles choses sur la Voie lactée. C'est vraiment ça notre mission. Comment ces données ont été acquises ? Donc, notre satellite, il est parti à bord d'une Soyouz depuis Kourou le 19 décembre 2013.
Voilà, il est parti pour un long voyage pour rejoindre le point de Lagrange 2, qui est un point assez utilisé par beaucoup de satellites d'observation de l'univers. On a des petits voisins comme Euclide ou encore le James Webb qui sont très connus et qui font des photos assez impressionnantes. On a mis à peu près un mois pour atteindre ce point de Lagrange 2 et on a du coup opéré ce satellite de 2013 jusqu'à janvier 2025. L'instrument, on l'a arrêté en janvier 2025. Mais l'arrêt des opérations vraiment ne rime pas avec la fin de la mission, puisque actuellement on est en train de traiter que les données de 2014 à 2019. Il nous restera encore 2020 à 2025. Donc énormément de choses à découvrir dans les données qu'on a en stock en fait sous le coude. Le satellite, il a une forme assez iconique. C'est vrai que quand on le voit sur une affiche, rapidement on sait que c'est Gaïa quand on connaît vraiment les mondes de satellites. C'est un satellite qui est fait donc d'un cœur qui englobe l'instrument et d'un bouclier solaire. Et donc vous voyez sur les images de droite comment ce bouclier solaire un peu se dépliait quand une fois qu'il avait atteint l'espace. Ce satellite, il fait 10 mètres de diamètre, 3 mètres de haut. Un petit éléphant, il faisait 2 tonnes. Donc c'est quelque chose qui était... c'est vraiment un satellite... dont la forme est facilement reconnaissable. Et donc ce satellite, il est l'hôte d'un double télescope, donc fait de 2 miroirs primaires écartés de 106,5 degrés. Miroirs primaires fabriqués en Haute-Garonne. Voilà, vous avez une petite image à droite pour montrer la photo quand on l'a présentée à l'Élysée. Voilà, c'était quelque chose qui était assez impressionnant pour les gens. Et vous voyez sur l'animation, en fait, sur un des télescopes, vous voyez un flux lumineux arriver, ça rebondit sur d'autres miroirs avant d'aller se placer sur le plan focal. Et donc c'est en ça où du coup, comme on a 2 miroirs primaires et donc 2 télescopes, on arrive à ce qu'on appelle 2 images en une sur le plan focal. Le plan focal, donc, il est composé de 3 instruments. Donc vous avez les 2 repéreurs d'étoiles, donc les 2 champs de vue qui récupèrent l'étoile. Ces étoiles, elles vont passer un premier champ astrométrique qui vont pouvoir nous permettre d'avoir la position, la distance, voilà, les mesures d'astrométrie. Ça va ensuite passer par un spectrophotomètre large bande, donc là ça va être vraiment toute l'analyse des spectres lumineux. Et on va arriver sur un spectromètre qui est un peu plus petit, donc bande étroite, qui va nous permettre d'analyser pour certaines étoiles, du coup, les vitesses radiales, donc les vitesses de déplacement par rapport à nous de certaines étoiles. Pour la petite histoire, le spectromètre le spectromètre est un peu plus petit. C'est aussi parce qu'au départ, on devait partir sur une Ariane 5 et que le budget faisant, on a un peu réduit la taille du lanceur. On est parti sur une Soyouz, donc il fallait que le satellite soit un peu plus petit. Donc du coup, cette partie-là s'est retrouvée un peu plus petite. Ce plan focal, il est constitué de 106 CCD, 938 millions de pixels. Ça reste le plus grand détecteur jamais envoyé dans l'espace. On a regardé les derniers satellites qui sont partis au point L2, notamment Euclide. Voilà, on n'est pas sur ces dimensions-là. On est plutôt sur du 600 millions ou du 65 millions selon l'instrument d'Euclide. Donc on reste le plus grand détecteur envoyé dans l'espace. Pour l'anecdote, pour vous rendre compte un petit peu de ce que c'est à peu près 80 smartphones qu'on envoie dans l'espace. Voilà, ce détecteur représente à peu près 80 smartphones, pour un ordre de grandeur. Et donc on est sur un relevé continu, donc on va scanner perpétuellement le ciel. Voilà, c'est quelque chose qui est complètement automatique. On ne fait pas de photos. Voilà, j'ai mis un sigle. Ce qui est clair, c'est que Gaïa ne fait pas de photos. À partir des données qu'on reçoit, on reconstitue des belles images de notre Voie lactée. Du coup, on en est capable de faire de reconstituer un selfie de la Voie lactée grâce à Gaïa. Mais on ne fait pas de photos, donc on scanne avec les 2 champs de vue. Et au fur et à mesure, en fait, on parcourt le ciel tous les 6 mois. Donc en fait, on va avoir vu à peu près toutes nos étoiles tous les 6 mois et on recommence comme ça. Donc c'est un outil assez extraordinaire parce que du coup, complètement autonome et il nous envoie des données en continu. Une même étoile en 10 ans sera vue en moyenne 140 fois. L'intérêt d'être allé au-delà
des 5 ans, quelque part, c'est d'enrichir nos points de mesure. Et plus on a de points de mesure, plus on a de précision sur les étoiles. Et parfois, plus on détecte des choses aussi ou des nouvelles sources qu'on n'avait pas détectées avant. Donc voilà, c'est vraiment cet enrichissement-là et ce gain-là qu'on a eu grâce aux 5 ans de mission supplémentaire. Ces données, pour réussir à faire des jolies images et le selfie de la Voie lactée, il faut les traiter. Donc la télémétrie, on reçoit à peu près 50 gigas par jour, enfin on recevait 50 gigas par jour sur le réseau S-Track de l'ESA. Donc en 10 ans, on a à peu près reçu 200 Tera. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, Big Data, 200 Tera, c'est pas terrible. Faut bien voir que c'est vraiment de la mesure brute. Alors nous, on ne fait pas vraiment de réduction de données, du coup, on va plutôt augmenter le volume de données pour tirer toute la quintessence de ces petites mesures à ce moment-là. Et on préfère parler du coup en objets, parce que quand on regarde un peu plus près, en objet, en 10 ans, on a vu 255 milliards de sources, donc de points lumineux, de choses à analyser. On a 2500 milliards de mesures astrométriques, 500 milliards de mesures de spectrométrie large bande et 50 milliards de mesures spectro bande étroite pour évaluer les vitesses des étoiles. Donc c'est quelque chose quand même on est plutôt en milliards. Et pour des thématiques comme les quasars ou autres, on reste quand même sur des volumes assez importants de millions de mesures. Donc voilà, on est plutôt sur un nombre d'objets important et le nombre d'objets est big data. La volumétrie aujourd'hui, 200 Tera, ça peut être un disque dur externe, donc c'est vrai que ça peut paraître léger, mais ça reste quelque chose d'important. Et notamment, il faut bien replacer aussi les choses dans leur contexte. Le satellite Gaia, il a été réfléchi sur dans les années 90. Donc le big data, c'était quelque chose d'assez nouveau. On était aussi sur des technologies, c'était plutôt réservé aux géants du web. Et c'était un des premiers quand même satellites à avoir ce type de redescente de télémétrie. Aujourd'hui, ça devient assez standard, mais à l'époque, c'était une belle prouesse technologique. Toutes ces données, toutes ces milliards de sources, il faut qu'elles soient traitées. Et on s'est organisé. Voilà, on a un consortium qu'on appelle le Data Processing Analysis Consortium. On est 430 au total à travailler, scientifiques et ingénieurs, répartis sur 24 pays européens, et maintenant on accueille aussi des pays hors Europe au niveau du consortium. Donc vous en avez quelques-uns de cités sur la page, l'Algérie, le Brésil, le Chili, Israël ou les USA. Récemment, on a accueilli un Canadien lors de notre dernier meeting consortium aussi. Voilà. Les données Gaia, elles s'exportent, elles sont utilisées par tout le monde et tout le monde en découvre la richesse. Donc plus ça va, plus il y a des gens qui veulent contribuer, notamment à la production du dernier catalogue. Et ça, c'est toujours un plus pour nous. On est répartis dans une centaine d'instituts et de labos. Le travail, il s'organise. Pour l'organiser, on a découpé le travail à faire en 9 thématiques réparties en unités de coordination. C'est vraiment notre granularité. Et tous ces traitements, après, ils sont lancés sur 6 centres de traitement répartis en Europe, dont le centre de traitement de Toulouse. Pour vous montrer un petit peu comment se passent nos réunions, vous avez une photo en haut à droite, c'est une photo Zoom. Voilà, on a été un projet qui a été Covid-proof quelque part. On savait déjà travailler en distanciel et donc on a fait des grands meetings comme ça, connectés en Zoom. Et par chance, ça a plutôt bien tenu et ça nous a permis de livrer le catalogue DR3 dans les temps. Donc ça, c'était vraiment un challenge pour nous à cette période-là, comme ça l'a été pour tout le monde et on l'a plutôt bien relevé. Et la photo juste en dessous, depuis que le Covid n'a pas disparu, on s'est un peu mieux lutté contre. On recommence nos meetings annuels, on est toujours heureux de se retrouver. Donc c'était celui de la semaine dernière à Cambridge. Donc voilà, vous notez qu'il faisait très soleil aussi à Cambridge comme il le fait à Toulouse, donc on était assez contents. Je vais parler beaucoup du Made in France, du coup, on va être un peu chauvin ce soir. Donc sur la contribution fabriquée en France, faut voir qu'on est une centaine en France à travailler sur le consortium. C'est quasiment un quart du consortium. Voilà, on représente quasiment un quart du consortium. On est répartis dans les différentes villes et instituts de France. Donc vous voyez les principales villes, Paris, Bordeaux, Montpellier, Strasbourg, Besançon, Grenoble et Nice, qui abritent plutôt les scientifiques. Et à Toulouse, on a un centre de traitement, du coup,
qui correspond à peu près à 40% de l'activité de traitement du DEPAC. Donc c'est quand même une contribution importante. Et au niveau des produits qu'on a publiés dans le catalogue DR3, on est à 80% des nouveaux produits du catalogue. Donc vraiment, la contribution française, elle est majeure voilà, sur Gaïa. Et elle le sera encore sur la DR4 et la DR5. Du coup, on est aussi intervenant sur de multi-compétences, c'est-à-dire qu'on retrouve une compétence forte du CNES sur tout ce qui est segment sol et centre de traitement, puisqu'on a été co-leader de la partie système et architecture informatique sur les échanges de données et sur les traitements et les choix technologiques qui ont été faits. Et nous sommes le seul centre de traitement à être multi-thématique, donc à traiter la spectrométrie pour tout ce qui est vitesse radiale, les objets complexes, donc les quasars, les galaxies, les astéroïdes et les comètes, et les paramètres astrophysiques des étoiles, vraiment, donc analyser tous ces spectres lumineux pour faire les cartes d'identité des étoiles. Donc voilà, c'est le seul centre à être capable de faire ça sur les 6 centres. L'équipe, et là c'est plus du coup mon équipe au niveau du centre de traitement, chacun a son rôle à jouer, donc on est quand même 25 sur ce centre de traitement pour réussir à produire les catalogues. Donc on a des ingénieurs en développement logiciel pour vraiment faire les développements des pipelines scientifiques. On a une équipe de maintenance des moyens de calcul, parce que vous allez voir juste après, on a des moyens de calcul dédiés et c'est une sacrée ferme de calcul qu'on a. On a des opérateurs pour organiser les traitements, lancer les pipelines et vraiment planifier toutes les exécutions. Un ingénieur qualité qui surveille qu'on produit les bonne qualité de données et aussi en respectant bien les process, car les process nous permettent de réaliser les opérations dans les temps. Un responsable opération qui vérifie un peu tout ça au niveau des exécutions, des coordinateurs techniques. Alors les coordinateurs techniques, ils font le lien entre le monde scientifique et le monde de la technique. Voilà, ils font vraiment ce passe-plat de comprendre ce qu'attendent les scientifiques et d'arriver à le retranscrire pour fonctionner sur des clusters de type Big Data, un peu en forme de traducteur et vraiment de passage de témoins entre les développeurs informatiques et les scientifiques. Une chef de projet, en l'occurrence moi-même. Une assistante de projet, on est quand même 25 ingénieurs, c'est un gros centre de traitement, on a beaucoup d'administratifs à faire, donc avoir une assistante de projet, vraiment, c'est essentiel pour nous. Et un responsable architecture système, donc, qui faisait partie du groupe donc architecture système avec l'ESA, et qui était co-leader, qui a permis d'établir les grandes règles des différents centres de traitement pour pouvoir échanger les données correctement. Notre ferme de calcul, elle est dédiée 100% Gaïa. Alors je sais qu'à l'ère des moyens mutualisés, du cloud ou autre, ça peut être étonnant. Il faut remettre, donc, comme je disais, les choses dans leur contexte. Quand on a commencé à travailler sur Gaïa et réfléchir comment on allait faire les traitements, et on était en 2009. Donc 2009, c'était vraiment... On n'avait pas l'utilisation du big data dans le monde de la science, c'est pas quelque chose qu'on avait. Donc c'est quelque chose qu'on a réfléchi, sur lequel on est parti en R&T côté CNES. Et au final, aujourd'hui, pour réussir à traiter tous nos volumes de données, on a 250 serveurs, 7000 cœurs de calcul, 45 Tera de RAM, 9 pétas de disque. Donc c'est ce que je vous disais, on part d'une télémétrie de quelques téras et au final, on fait pas de data réduction, on fait plutôt de la data explosion pour le coup. Et on échange avec l'ESA qui reçoit et qui archive les données entre 200 gigas à 3 téras par jour. Donc on a un trafic réseau qui est vraiment important. Et c'est pour ça qu'on a une équipe du coup dédiée pour maintenir ce cluster, puisqu'on a à peu près une panne disque par jour. Donc c'est quand même assez important. Mais on a un cluster qui reste disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un peu comme notre satellite, c'est automatisé. On a un taux de disponibilité des moyens de calcul à peu près de 95% par an. C'est grâce à notre équipe de maintenance, mais on se réserve aussi des créneaux pour faire la maintenance proprement et donc ne pas exécuter de traitement de calcul. Les chaînes de traitement, elles s'orchestrent, donc elles se mettent en musique, donc ce qu'on appelle l'orchestration. On a un outil informatique pour vraiment planifier ça. Ça permet de planifier du coup l'envoi des traitements de manière distribuée sur l'ensemble de 250 serveurs.
Et ensuite, j'ai fait un petit schéma rapide pour vous expliquer qu'au final, c'est un patchwork en fait. On a un patchwork de différents algorithmes, voilà, en forme de puzzle. On a rajouté une petite couche CNES pour faire la glue entre tout ça, donc les modules techniques. Et d'un point de vue technologique, on a fait le choix de partir sur des technologies type Hadoop et le langage Java en termes de codage. Voilà, ça c'est pour les plus technophiles si vous avez des questions là-dessus. C'est vraiment des choix, les deux choix technologiques dimensionnants qu'on a eu sur les traitements Gaïa. Évolution et adaptabilité perpétuelle. Alors la science, comme souvent je le dis, la science n'a pas de limite en fait. Donc on a toujours plein d'idées, on veut toujours améliorer les choses, on veut toujours pousser les choses à son maximum et avoir les données de les meilleures qualités possibles. Donc à chaque fois qu'on augmente le nombre de points de mesure dans nos traitements, on regarde comment se comporte le traitement et on envoie une première fois les données produites aux scientifiques qui les valident, qui voient ce qu'ils peuvent améliorer dans leur traitement. Ils nous relivrent les algorithmes scientifiques et on repart à chaque fois pour un tour comme ça. Donc on est dans un format un petit peu ce qu'on appelle dans le langage informatique DevOps, donc du développement. On va assez rapidement aux opérations, on valide. Et si on a le temps d'améliorer dans le planning, eh bien on améliore et on repart et on retraite encore une fois. Donc vraiment, c'est un travail, le schéma d'en haut c'est un travail bicéphale en fait, entre le coordinateur technique et le CU leader, voilà, le coordinateur des scientifiques, pour réfléchir, est-ce qu'on privilégie tel type d'évolution ou est-ce qu'on a une nouvelle idée? On a intégré aussi pas mal de nouveaux algorithmes au fur et à mesure des catalogues qu'on n'avait pas forcément imaginé au départ. Donc on essaie d'apporter un maximum de souplesse pour offrir le plus de science possible au cours de nos phases de traitement. Donc c'est un échange entre la technique et le leader. Et je vous ai mis en illustration, parce qu'on de temps en temps quand même au sein du consortium on s'organise des petits jeux et on avait fait un concours de mèmes, donc on prend une image et on y colle un texte qui correspond à notre travail. Et je trouvais que celui-là était assez parlant. Le trade-off qu'on fait assez régulièrement sur qu'est-ce qu'on fait comme amélioration, c'est est-ce qu'on maximise la qualité de la donnée ou est-ce qu'on maximise le nombre de données qu'on va traiter? C'est ça qu'il faut challenger à chaque fois. Quel est notre choix? Est-ce qu'on veut plus de données de moins bonne qualité ou est-ce qu'on veut plutôt un échantillon restreint mais avoir une super qualité de données? On discute souvent. Souvent, on a envie de faire les deux. Malheureusement, et là, c'est plutôt mon travail, d'un point de vue calendaire, c'est pas possible. Donc voilà, je motive les choix pour essayer d'obtenir un catalogue dans les temps impartis. Donc l'œuvre collective, donc c'est les données aux découvertes. Donc voilà, on fait rentrer tous ces chiffres un peu binaires dans une machine un peu shadowkienne, quelque part, pour produire les cartes d'identité des étoiles. Et de temps en temps, on découvre des choses assez extraordinaires. Et notre dernière découverte qu'on a publiée en avril de l'année dernière et qui annonce un beau catalogue DR4 a été qualifiée de licorne cosmique. Voilà, c'est pour la petite histoire. Donc je pense que la licorne cosmique, vous en aurez plus de détails avec Frédéric. Je ne vais pas en parler de suite. Je vais lui passer la main. Et juste, si vous voulez en savoir plus sur les traitements de données faits au CNES, revoir un résumé un peu plus complet, n'hésitez pas à aller sur YouTube. On a un joli film qui s'appelle Gaïa, les coulisses du livre des étoiles, qui vous explique comment on fait les traitements au CNES. Et je vais passer du coup la main à Frédéric. Oui, c'est vraiment un travail en collaboration. Les uns dépendent des autres. Les résultats scientifiques, je vais faire une petite introduction avant de rentrer dans les vrais résultats pour essayer d'un petit peu mettre le contexte. Je vous montre une image d'artiste de notre Voie lactée, telle qu'elle est faite après Gaïa. Donc c'est effectivement une image d'artiste parce que l'humanité réussira jamais à en sortir. Mais pour vous fixer les ordres de grandeur, c'est 1 milliard de kilomètres, c'est 100 000 années-lumière, et nous, on est un petit peu en bas. Vous voyez, c'est notre galaxie, c'est votre galaxie, et je vais vous la présenter. Alors, succinctement ici, en fait, il y a ce qu'on peut voir depuis la Terre, c'est uniquement... on est dans le disque, et on voit le disque avec la poussière et le gaz qui nous masque l'essentiel des choses. Et il faut essayer de reconstituer
forme, l'historique de notre galaxie à partir de ce qu'on voit, c'est-à-dire un disque. On sait qu'il y a un bulbe assez épais d'environ 1 millier d'années-lumière, un noyau avec un trou noir d'environ 4 millions de masses solaires, et un halo sphérique tout autour avec des vieux amas globulaires qui gravitent. En surbrillance, comme c'est là où on habite, je vais vous faire le tour du propriétaire. Vous voyez la barre de notre galaxie, vous voyez les bras spiraux qui sont là où se forment les étoiles, c'est essentiellement la trace des étoiles jeunes. Vous voyez qu'elle est gauchie, qu'elle est comme un peu voilée comme une roue. C'est la trace d'une petite galaxie du Sagittaire, comme l'a montré Gaïa, j'en parlerai après, qu'on voit apparaître en surbrillance là-dessous. Et quand on regarde un petit peu plus loin, on voit on est entouré d'autres galaxies, donc les 2 nuages de Magellan, le grand et le petit nuage de Magellan, et puis au moins une quarantaine de petits galaxies naines sphéroïdales. Et vous voyez en fait les accrétions là, en surbrillance, les courants d'étoiles qui restent, qui sont passés dans le passé et qui subsistent encore tout autour de la galaxie. Et quand on se rapproche du centre, en fait, on voit que un certain nombre d'amas d'étoiles, de petits amas d'étoiles, d'étoiles jeunes, qui sont encore tenus s'ils ont résisté à la gravité de la Voie lactée. Et pour en revenir en fait au point de départ, là où on vit, et c'est uniquement ça qu'on peut voir. Comment savoir où sont les étoiles? Comment connaître la Voie lactée? Comment elle s'est créée? Alors, la première réponse que l'humanité a eue, c'est Zeus qui a fait téter Héraclès à Héra, qui l'a rejeté. La notion de consentement dans la mythologie n'était pas très, très présente. Et bref, le lait a fabriqué la Voie lactée. Mais il peut y avoir des hypothèses alternatives sur la vraie formation de la Voie lactée. Je vous invite à une petite expérience de pensée. Vous imaginez que le Soleil est ici, mais qui tient dans une petite bille. Donc, à l'échelle, le Soleil, s'il fait une bille, la Terre serait à 1 mètre. Et l'ensemble du système solaire serait un stade de foot autour d'ici, c'est-à-dire plus petit que la Cité de l'Espace. Et si vous mettez donc le Soleil à Toulouse, l'étoile la plus proche serait à Barcelone. Et celle d'après, Sirius, serait à Madrid. Donc vous voyez, en fait, le terrain de foot et l'étoile la plus proche, elle est à Barcelone. Autrement dit, l'espace, c'est du vide. C'est essentiellement du vide et les étoiles sont très lointaines. Elles sont tellement lointaines que comment fait-on pour les mesurer? Comment savoir à quelle distance elles sont? Ça a agité l'humanité depuis les Grecs. Et en fait, un seul Grec, en fait, Aristarque, avait pensé à ce que ce soit la Terre qui tourne autour du Soleil. Et en fait, c'est avec la redécouverte et le fait que Copernic puis Galilée était très ferme dessus, qui ont permis en fait de trouver, de montrer comment mesurer la distance des étoiles. Ce que disait Angélique tout à l'heure, en fait, c'est quand on change de perspective, et la Terre, en tournant au bout de 6 mois, change de perspective, et si on observe une étoile proche, on va avoir l'impression que cette étoile-là décrit une petite ellipse. En fait, c'est juste le fait que la Terre a tourné autour du Soleil, on a changé de point de vue, et donc on a l'impression que l'étoile a fait une petite ellipse. Le problème, c'est que cette ellipse, elle est vraiment petite. Elle est vraiment très, très petite. Donc on peut mesurer que des angles, on ne mesure pas de distance. Donc cet angle qu'on appelle parallaxe, de ce triangle que vous voyez, en fait, pour l'étoile la plus proche, il est 2500 fois plus petit que la Lune. La Lune, ça fait à peu près 1,5 degré. Donc vous voyez la Lune dans le ciel, et vous essayez de mesurer un angle qui est 2500 fois plus petit. Ce qui explique que Aristarque avait déjà trouvé la solution, et Galilée le savait également, que, en fait, la preuve que la Terre tourne bien autour du Soleil, elle est très difficile à obtenir, parce que cet angle-là, on ne peut pas le mesurer.
La mesure des angles, depuis l'histoire de l'humanité, Hipparque, un des premiers grands observateurs, quelles étaient les performances qu'on avait, et vous comprendrez à la fin, en fait, où est l'incroyable challenge technique de Gaïa. 1 degré, c'est un personnage de taille de 2 mètres qui est vu à 100 mètres. C'est ce que Hipparque était capable de mesurer, il était capable de voir les séparations entre étoiles d'1 degré, quoi, à l'œil nu. Tycho Brahe, qui est le dernier grand observateur avant que Galilée arrive avec sa lunette astronomique, il était capable de mesurer un angle d'1 minute d'arc, c'est-à-dire 2 mètres vus à 5 km. À la fin du XXe siècle, et ce qui a conduit en fait à la construction d'Hipparcos puis de Gaïa, l'astronomie au sol était capable de mesurer des angles d'1 dixième de seconde, c'est-à-dire ce personnage-là à 4000 km. C'est uniquement grâce au fait qu'on s'est échappé de l'atmosphère et donc de la turbulence et des effets qui empêchent de faire les mesures précises. Grâce à Hipparcos, c'était un humain vu depuis, donc à 300 000 km, vu depuis la Terre. Et Gaïa, la précision, c'est 10 microsecondes d'arc, c'est-à-dire ce personnage-là vu sur Vénus à 40 millions de kilomètres. Donc c'est cette précision dans les mesures des angles qui a permis en fait à la science de mesurer les parallaxes des étoiles et leur distance. Mais la première parallaxe a été obtenue en 1838, donc c'est une période très très récente. On a découvert plein d'autres choses avant, mais ça a été extrêmement difficile d'obtenir ces mesures. Vous voyez en fait la précision qu'il faut obtenir. Gaïa, Hipparcos, c'est des satellites qui ont été lancés avec une raison bien précise. Si vous voulez connaître l'espace dans lequel vous vivez, il faut connaître les étoiles ou tous les autres corps en fait, que vous voulez mesurer. Parce que la seule façon de connaître, enfin une des seules façons de connaître leur physique, de savoir quelle est leur vraie luminosité, parce que la lumière qu'on reçoit d'un objet, on ne peut pas savoir en fait la nuit si vous êtes en train de voir un réverbère qui est très brillant à quelques centaines de mètres ou une petite lampe de poche qui est pas loin. Donc si vous voulez savoir la physique des objets, donc leur luminosité intrinsèque, il faut connaître leur distance. Et c'est la parallaxe cette mesure de parallaxe qui est la seule mesure qui permet d'obtenir des distances sans hypothèse physique, parce qu'on a évidemment trouvé depuis Newton en particulier des façons de mesurer les distances d'étoiles, mais toutes reposaient en fait sur des hypothèses qui étaient plus ou moins vraies, qui étaient souvent la plupart du temps fausses. Donc connaître la position des mouvements et les mouvements des objets dans la galaxie et des astéroïdes, c'est reconstituer en fait la 3D et la 3D des vitesses, donc l'espace des phases 6D, ça permet de tout savoir en fait sur les objets. Le but aussi, c'est de faire un relevé complet de tout ce qu'on voyait dans le ciel, de façon à être capable de trouver les aiguilles dans la botte de foin. Mais il faut mesurer toute la botte de foin pour ça, quoi. Et il faut une précision extrêmement ultime. Et je pense que Astrium a fait ce qu'il pouvait faire de mieux pour obtenir la précision de mesure qu'a obtenue Gaïa. Même maintenant, en fait, Gaïa est terminé, même le successeur, on n'a rien en techno qui nous permette de faire mieux. Et dans les années à venir, difficile à battre. On veut avoir aussi des objets faibles, parce qu'il y a des objets faibles très proches, en particulier des étoiles avortées, des naines brunes, etc. Et donc, on veut pouvoir les voir, et on veut aussi pouvoir voir des objets lumineux et lointains, qui, du coup, deviennent apparemment faibles. Et tout ça, comme l'a dit Angélique, avec des mesures non seulement de position de vitesse, mais également de photométrie et de spectroscopie qui permettent de savoir quelle est la physique des objets, la physique, la température, la gravité de surface, à partir desquels on est capable, la luminosité intrinsèque, à partir desquels, pour les étoiles et avec des modèles, on peut déterminer leur âge, leur masse, etc.
Donc le but, c'est comprendre la structure, la formation, l'évolution de la galaxie. Et on a un vrai changement d'échelle avec Hipparcos, entre 118 000 étoiles et 1,8 milliard d'étoiles avec Gaïa. Donc on a le facteur 20 000 et on a un facteur 100 de précision. Et ça change le jeu. Je vais passer en fait sur ce qu'on a obtenu il y a 3 ans, le Gaïa DR3. En termes de nombre, c'est absolument incroyable. Des relevés que l'humanité avait jamais fait, jamais eu autant des milliards de vitesses radiales, des milliards de spectres, pardon, ça s'est jamais vu. Et là donc, en un peu plus de 2 ans, il y a plus de 13 000 articles scientifiques qui ont utilisé directement Gaïa. Quand on compare avec les publications du télescope Hubble, qui était quand même un exemple, maintenant, depuis 2-3 ans, on est à 2 fois plus de publications par an. Et un de ces jours, on va dépasser même les publications totales de Hubble. On estime en gros que c'est 20% de la production de l'astronomie optique maintenant. Donc, inutile de dire que je ne peux pas présenter les résultats de ces 13 000 articles. Donc, je vais juste me baser sur des articles obtenus par des équipes en France. Et en allant du plus proche au plus lointain. Et en commençant en fait par le système solaire, donc ce qui est proche de nous. Gaïa, il voit tout ce qui passe devant lui, et en particulier, il peut voir passer des astéroïdes. Donc là, vous voyez le balai des astéroïdes, vous voyez essentiellement la ceinture principale entre Mars et Jupiter. Mais il y a là 150 000 objets dont les orbites ont été mesurées par Gaïa. C'est important, en fait. Prédire les orbites, c'est prédire d'où ça vient le passé, mais surtout le futur. C'est en particulier important pour tous les objets géocroiseurs, c'est-à-dire ceux qui ont été perturbés et qui passent à proximité de la Terre et qui pourraient potentiellement être dangereux. Il n'y en a pas dans la liste, mais c'est extrêmement important. Alors, la mesure en fait de ces orbites, ça a été un gros avantage de Gaïa. En quelques années de mission, il a été capable de faire mieux que les orbites en 100 ans, depuis 100 ans. Parce que sa précision est extrêmement bonne. Mais il y a une deuxième chose en fait avec ces astéroïdes-là, c'est que la spectrophotométrie de Gaïa permet aussi de caractériser leur couleur et donc quelque part en fait leur contenu. Et donc on peut faire de l'astrophysique en fait avec Gaïa et pas juste de l'astronomie. Les astéroïdes, une fois mesurés, en fait, on les observe aussi au sol. Et ça, c'est un gros avantage qu'a permis Gaïa. Une des façons de les observer au sol, vous voyez en haut à gauche, en contraste, on observe un astéroïde. Là, c'est un astéroïde binaire. Il est formé de deux astéroïdes qui tournent l'un autour de l'autre. Si on les observe et si on a la chance qu'ils passent devant une étoile, alors la lumière de l'étoile va être coupée pendant quelques fractions de secondes. Mais c'est beaucoup plus facile en fait de mesurer un temps que de mesurer une position. Et donc, en fait, même les amateurs peuvent faire des résultats scientifiques impressionnants parce qu'ils peuvent prédire. Autrefois, avant Gaïa, on pouvait prédire quelques occultations par an. On disait, si vous allez à tel endroit du Brésil, avec un peu de chance, vous verrez tel astéroïde qui passera devant telle étoile. Et l'astronome allait au Brésil et il passait à 200 km de là, quoi. Donc, des prédictions fausses. Après Gaïa, c'est des milliers d'occultations prédites par an, avec une précision de l'ordre de 10 secondes. Vous voyez en fait à droite la courbe de lumière en fait, de Chariclo, qui a des anneaux, et donc ça se traduit par une petite baisse de luminosité, le passage de l'astéroïde devant l'étoile, puis après l'autre passage de l'anneau. Et ça a été au milieu, ça a été détecté par des amateurs grâce aux positions de Gaïa.
Il y a quelque chose qui toujours, là je passe du système solaire, mais je commence à m'en éloigner un petit peu. Quelque chose qui me fascine aussi, c'est, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous voyez un bonhomme avec un parapluie, mais en fait, j'ai dit que ça a été extrêmement difficile de prouver le mouvement de la Terre autour du Soleil. Galilée donne quelques idées pour essayer de faire des mesures. Personne ne peut les mesurer. Donc 1632, on est 100 ans après. Plusieurs ont essayé de faire des mesures. Bradley attache son télescope à sa cheminée pour qu'il n'y ait aucune erreur de mesure. Et puis, au bout de quelques semaines, il voit que ça a bougé. Et ça y est, il est content qu'il a réussi à prouver ce petit mouvement de l'étoile. Et pas de chance, le mouvement est pas du tout, il est plus grand et pas du tout dans le sens qu'il attendait. Et il va mettre 2 ans à essayer de comprendre pourquoi il a vu un mouvement qu'il ne comprend pas. Et un beau jour, au-dessus de la Tamise, il voit un bateau et il voit que le bateau vire de bord et qu'il y a la composition du mouvement du bateau. Il voit le fanion qui change de position, il y a le vent et le mouvement du bateau et il comprend qu'il y a une composition de mouvement. De la même façon que notre expérience sensible, c'est que quand on est à l'arrêt, il pleut, on a le parapluie au-dessus de notre tête, mais on se conseille fortement de l'incliner vers l'avant quand on court pour ne pas être mouillé. Les gouttes continuent à tomber tout droit, mais la position apparente des gouttes a l'air de venir de façon biaisée vers nous. L'observateur extérieur voit toujours les gouttes tomber tout droit, mais nous, si on veut les éviter, il faut composé entre les gouttes et notre mouvement. C'est la même chose. Ce que Bradley a vu, c'est que la Terre avait bougé et que les photons de lumière qui arrivaient, qu'il était en train de mesurer, n'étaient pas à l'endroit prévu parce que la Terre avait bougé pendant ce temps-là. Alors c'est une expérience qui a qui a 300 ans, qui a rapport avec Gaïa. Le fait est que le système solaire tourne dans la Voie lactée, il tourne en un peu plus de 200 millions d'années. Autrement dit, même si la vitesse apparente, 248 km par seconde, apparaît beaucoup, le mouvement qu'on fait est extrêmement faible. Mais Gaïa est si précis qu'en observant les quasars, donc qui sont des galaxies tellement lointaines en fait, qu'elles servent de système de référence, on peut considérer en fait, qu'elles ont une position fixe. Il a vu en fait que les positions apparentes avaient l'air de se diriger vers le centre de la galaxie. C'est un mouvement extrêmement infime, une accélération de 2 angstroms par seconde au carré, c'est-à-dire 1 atome par seconde au carré. Gaïa a été capable, en utilisant 1 million de quasars, de mesurer cette précision-là. Je saute maintenant dans la galaxie et vers les étoiles de la galaxie à propos des compagnons cachés. Les étoiles, comme le Soleil, isolées, sont une petite fraction, en fait, en gros, d'une étoile sur 2 est dans un couple binaire, dans un couple physique, qui tourne l'un autour de l'autre. Et en fait, il se trouve que la façon... On peut ne pas voir, en fait, quand vous avez, par exemple, à gauche, un objet très faible à côté d'un autre objet d'une étoile brillante, on peut ne pas voir le petit objet, mais l'objet brillant a un petit mouvement qui est proportionnel, en fait, à la masse de l'autre, de son compagnon. Et il a un petit mouvement, et c'est ce petit mouvement-là qu'on peut mesurer. Donc Gaïa, à droite, il mesure une combinaison de parallaxe, c'est-à-dire une petite ellipse de mouvement propre de l'étoile, et puis du petit mouvement, éventuellement, de système binaire, si c'est un système binaire. Encore faut-il pouvoir les détecter, quoi. Et pourquoi on fait ça? Parce que, en fait, c'est la seule façon de peser une étoile. On se sert de la loi de la gravitation et on a une relation qui est très simple, trouvée par Kepler en faisant tout autre chose d'ailleurs, il y a 500 ans. Et Gaïa est un observatoire complet, il fait de l'astrométrie, c'est-à-dire qu'il est capable de voir les objets bouger sur le ciel, donc il est capable de détecter de ce qu'on appelle des binaires astrométriques.
Si on a la chance en fait, d'être pile dans la ligne de visée de 2 étoiles qui tournent l'une autour de l'autre, alors la lumière va baisser périodiquement à chaque fois qu'il y en a une qui occulte l'autre. Et donc on peut détecter un système binaire comme ça, et on appelle ça des binaires à éclipse. Et on a aussi un spectrographe, comme l'a dit Angélique, à bord, qui permet de voir les spectres. Et donc le spectre, avec l'effet Doppler, c'est la même chose que l'ambulance dont le son change quand elle se rapproche ou s'éloigne de vous, on voit bouger les spectres et éventuellement, s'il y a 2 étoiles, détecter qu'il y a 2 étoiles comme ça. Et Gaïa, avec la DR3, il a multiplié par 40 le nombre de binaires astrométriques connus et par 40 le nombre de binaires spectroscopiques. Il a tué le match, quoi. Là, et je ne parle même pas de ce qui nous attend dans 3 ans. Et en particulier, ça permet de détecter des objets exotiques. Là, c'est la distribution en masse des objets qu'on a pu peser. Et le pic qu'on voit est en gros à 0,6 fois la masse du Soleil. C'est typique des naines blanches. C'est tous les couples qui ont une étoile en fin de vie, comme Sirius a un compagnon naine blanche. Et Gaïa a également prouvé par ailleurs que les naines blanches, il a réussi à démontrer en fait que les naines blanches pouvaient cristalliser, des cristaux célestes. Un très beau résultat de Gaïa aussi. En restant en fait sur les aspects des systèmes binaires, je vais parler des Gaïa et les trous noirs dormants. Alors ça fait un peu titre de poésie ou de... Alors, c'est quoi un trou noir dormant et un trou noir actif? En fait, les trous noirs, on les détecte. On les a détectés, en fait, la première fois qu'on les a détectés réellement, c'est en lançant une fusée, c'était en 1965, quelque chose comme ça, avec un instrument qui observait dans les rayons X. Et la deuxième source la plus brillante du ciel, en fait, était due au fait qu'un trou noir est en train d'accréter, aspirer la matière d'un compagnon, et il y a un jet extrêmement énergétique avec des vitesses qui sont pas très loin de la vitesse de la lumière, perpendiculaires, et qui font des jets extrêmement énergétiques. Un trou noir dormant, c'est un trou noir qui est trop loin d'un compagnon pour qu'on ait la moindre idée qu'il puisse y avoir un trou noir. Et comme il est noir, évidemment, on ne le voit pas. Alors si on a de la chance, mais ça peut arriver quasiment pas, qu'un trou noir passe devant une étoile très lointaine, mais la probabilité est extrêmement nulle, heureusement, en fait, on peut détecter par d'autres méthodes récemment, en fait, par ondes gravitationnelles, des fusions de trous noirs. Mais ce qu'a fait Gaïa, c'est qu'il a réussi à trouver 3 trous noirs, donc le plus proche, Gaïa BH1, qui tourne en 185 jours d'orbite. Le deuxième BH2 avec un peu plus de 3 ans de durée, et Gaïa BH3, c'est celui auquel la licorne à laquelle faisait allusion Angélique, dont l'orbite est assez excentrique et passe en gros une distance, même distance que Jupiter jusqu'à Neptune, et avec une période de 11 ans. Le premier fait en gros 10 masses solaires, le deuxième 9 masses solaires, et le troisième, et c'était ça en fait le problème, c'est qu'il fait 33 masses solaires. Et que c'était extrêmement difficile à expliquer une masse aussi grande. On pensait en fait que le premier trou noir connu, Sinus X1, celui-là il fait 20 masses solaires, quelque chose comme ça, 21 masses solaires. On ne pensait pas qu'on pouvait avoir une masse si grande que les étoiles progéniteurs pouvaient fabriquer un trou noir de masse si grande. Donc c'est un résultat d'autant plus important que c'est le trou noir le plus massif connu de notre galaxie. Il est dans un système très particulier. Il est avec le compagnon qu'on a vu bouger, puisqu'on l'a détecté parce qu'on voyait bouger le compagnon. C'est pas lui qu'on voyait. Et très pauvre en éléments qui ne sont pas hydrogène et hélium, donc qui est né en fait dans un système qui n'était pas du tout enrichi, et en plus sa trajectoire a été
impressionnante, en fait, c'est, vous voyez là autour de la galaxie, les étoiles tournent gentiment en fait dans la galaxie. Donc c'est très probablement une petite galaxie qui a été accrétée il y a plusieurs milliards d'années et qui contenait, et donc vous voyez en fait son orbite autour de la galaxie. Donc c'est un objet extrêmement particulier et on espère bien pouvoir en trouver d'autres dans le futur. Maintenant, si on regarde la Voie lactée comme un système, en fait, Gaïa a été lancé essentiellement en fait, pour comprendre notre galaxie. Vous voyez en fait à nouveau une image d'artiste de la Voie lactée. Le satellite a été lancé en 2013. En 2009, les cartes qu'on pouvait faire de la galaxie, c'était ça. On peut mieux faire. Herschel est le premier à avoir tenté de dessiner une galaxie. Il y a eu du progrès en 200 ans, mais on pouvait mieux faire. J'ai toujours tendance à comparer en fait l'état de l'art à ces cartes qu'il y avait à la Renaissance, où on connaissait l'Europe et au-delà, il y avait des dragons, quoi. C'était la Terra Incognita. Et là, on a une Galactica Incognita et la mission de Gaïa, c'est d'en faire une galaxie qu'on connaît nettement mieux. Un des premiers résultats, c'est de montrer que le disque de la galaxie, il est loin d'être en équilibre, en fait, loin d'être stable. Quand on prend une petite, donc vous voyez autour du Soleil, une carte de vitesse d'étoiles autour du Soleil. En bleu, les étoiles qui se rapprochent de nous, en rouge, les étoiles qui s'en éloignent. Et vous voyez, donc tout ça, c'est des résultats de chercheurs en France. Vous voyez qu'on voit de la migration des étoiles vers l'intérieur du disque ou vers l'extérieur du disque. La même équipe à Meudon fait des simulations et démontre en fait avec des simulations qu'on obtient une carte exactement équivalente. Donc en fait, la simulation, les ingrédients de ces simulations à n corps, avec n de l'ordre du million dans des gros calculateurs, pour voir comment évolue une galaxie, quand on simule avec une barre et des bras, on obtient ce genre de résultat-là, qui donc, ça permet en fait de montrer en fait que c'est ça qui permet de faire l'image du début. La galaxie a des bras spiraux, on le savait à peu près, et a une barre, et c'est ça qui produit en fait ces migrations à l'intérieur de la Voie lactée. C'est pas les seules choses qu'on découvre avec Gaïa. On a découvert aussi que dans l'espace des phases, donc position-vitesse, on voyait des petites spirales qu'on peut interpréter, en fait, une des interprétations, c'est que c'est comme le caillou dans l'eau, une onde qui est due au passage de galaxie, probablement la galaxie du Sagittaire, il y a plusieurs centaines de millions d'années. Il y a milliards, c'était millions, il y a une erreur d'un facteur 1000. Ces perturbations-là, on les a découvertes également avec une autre façon qui est de faire un diagramme de la luminosité en fonction de la couleur des étoiles. Et quand on prend les étoiles à grande vitesse, on s'aperçoit en fait qu'on voit deux séquences. Et ces deux séquences-là, quand on fait passer des modèles stellaires dessus, on s'aperçoit qu'il y en a un, le rouge, qu'on connaît bien, c'est celui du disque épais de notre galaxie, donc qui a 11 milliards d'années. Et puis une séquence qui apparaît, qui est de 12 milliards d'années, et encore plus déficiente en métaux que le disque épais. Et ça, donc à nouveau, on le voit dans le graphique de gauche, c'est interprété comme les restes de notre galaxie qui a phagocyté une galaxie donc, qui a été découverte et donc on a appelé Gaïa Encelade, donc, vous voyez en fait la simulation à droite, entre le début où vous avez une galaxie qui arrive, qui est parfaitement groupée,
Et après plusieurs rotations galactiques, les étoiles sont un peu partout. On n'a aucun moyen de les retrouver. Mais Gaïa est capable de mesurer les positions, les vitesses, donc avec position-vitesse, de reconstituer les orbites dans la galaxie, et la composition chimique des objets, et donc de reconstituer des groupes d'objets, donc de dérouler le film à l'envers et de retrouver en fait des traces d'accrétion. Si bien en fait qu'on peut faire un arbre généalogique de notre galaxie, ce qu'on appelle maintenant d'archéologie galactique. En bas, en fait, c'est la période actuelle. Et puis on remonte et on a le Sagittaire à gauche. Puis après, on a Encelade. Et puis on a Kraken, etc. Et on a les constituants qui ont enrichi notre Voie lactée, qui ont très probablement fait déclencher des nouvelles bouffées de formation d'étoiles en perturbant le gaz et le disque. Et c'est d'ailleurs grâce aux traces de formation, de dates de formation d'étoiles qu'on peut reconstituer en fait cette archéologie. Et donc on peut remonter, refaire le film à l'envers. Notre galaxie, elle n'est pas toute seule. Il y en a des petites tout autour. Je ne pensais pas en fait que Gaïa serait suffisamment précis, mais parce que la précision des distances, ce petit angle de parallaxe dont j'ai parlé, très rapidement, il diminue avec la distance. Très, très rapidement, à partir du centre de la Voie lactée, il devient beaucoup trop petit pour qu'on puisse le mesurer. Et là, en fait, pour les nuages de Magellan, vous voyez, donc c'est une reconstitution, vous voyez ce flou, en fait, c'est qu'on peut voir les mouvements des étoiles dans des galaxies extérieures. Chose à laquelle j'aurais pu difficilement croire. Et un autre résultat qui est tout à fait en fait, original et pas du tout établi encore, il y a évidemment des contestations là-dessus, mais c'est à ça que ça sert, hein, la science, c'est qu'on a tout autour de la galaxie les petites galaxies naines sphéroïdales dont j'ai parlé, qu'on considérait jusqu'à présent comme des satellites, donc tournant gentiment autour de la galaxie depuis très longtemps et dominés par de la matière sombre. Et c'est ça qui expliquait en fait, la dispersion des vitesses qu'on voyait dans ces galaxies-là. Un chercheur de l'Observatoire de Paris a utilisé Gaïa et indique en fait que d'une part, en fait, la courbe de rotation de notre Voie lactée est déclinante, ce qui veut dire en fait que notre galaxie est moins massive et il pense qu'elle est 5 fois moins massive que ce qu'on pensait jusqu'à présent. En gros, 200 milliards de masses solaires au lieu de 1000 milliards. D'autre part que ces petits satellites ne seraient pas des satellites, mais des petites galaxies qui seraient en train d'arriver et qui seraient déchirées par le potentiel galactique, donc ayant déjà avalé leur gaz, et que la dispersion des vitesses à l'intérieur de ces petites galaxies s'expliquerait en fait n'aurait pas besoin en fait de matière sombre pour être expliquée, et que juste l'aspect de choc de marée en fait suffirait. Bref, je vous ai fait un petit panorama de quelques résultats. Le meilleur est à venir, c'est dans 2 ans, en fin 2026. Oui, c'est moins de 2 ans et il faut qu'on se dépêche. Et les données définitives, ça sera en 2030. Mais Gaïa, vous voyez en fait que c'est lui qui réussit à nous repérer. Et je terminerai avec la lettre que Van Gogh avait envoyée à son frère, où il se posait la question des étoiles qui le faisaient rêver. Et il disait pourquoi les étoiles, comme il y a les points noirs sur la carte en 2D, les points noirs des villes et des villages, pourquoi les points lumineux du firmament seraient-ils moins accessibles que les points noirs sur la carte? Il avait besoin de la 3D et donc de Gaïa, le GPS de l'univers visible. Je vous remercie. Donc un grand merci Frédéric et Angélique de nous avoir aidés un peu à
à mieux connaître, je pense, une mission qui est mal connue du grand public et qui a été quand même, qui est riche là, de découvertes extraordinaires. Et comme le soulignait Frédéric, je pense que le meilleur est encore à venir. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on souhaite. Donc maintenant, c'est des questions. J'imagine que vous avez des tas de questions. Donc n'hésitez pas. Hein. Donc voilà, on a du temps pour ça. Donc qui veut se lancer? Le démarrage est toujours un petit peu difficile, mais après, une fois que l'amorce est là, ça part. Et bien en avant. Si vous pouvez lever le doigt quand vous posez la question, ça permet de vous passer les micros. Je prends la première ici, ensuite. Bonsoir. Excusez-moi. Je n'ai pas totalement compris la limite des 2% de mesure de l'univers visible. Et vous avez également dit qu'on couvrait la totalité de la visibilité. Si vous pourriez préciser, s'il vous plaît. Alors, les 2%, je ne sais pas si ça marche bien, ça. Je sais pas. Oui, Angélique disait 1 à 2%. Oui, parce qu'en fait, Gaïa mesure 2 milliards d'étoiles. Alors, à vrai dire, pour bien vous cacher, on ne sait pas exactement combien il y a d'étoiles dans notre galaxie. Les chiffres varient entre 100 milliards et 400 milliards. Donc, du coup, les 2 milliards, ça représente 1 à 2%. On ne sait pas exactement. Et donc, pourquoi 1 ou 2 milliards? En fait, c'est la question des capteurs. Le premier problème, c'est la question des capteurs. On est capable de voir des étoiles faibles jusqu'à la magnitude, en gros, 21. Et du coup, ça limite le nombre d'étoiles qu'on peut voir. On a ce qu'on appelle un échantillon complet en magnitude, c'est-à-dire qu'on voit toutes les étoiles qui sont plus brillantes que la capacité des capteurs. C'est plus clair comme ça? J'avais une question très naïve. Excusez-moi. Vous avez parlé de galaxies qui se tournent sur elles-mêmes en des tas d'années. Dans quel système d'axes travaillez-vous? Parce que j'ai connu dans ma jeunesse les axes dits galiléens pour faire de la mécanique. Et vous, dans quel système, lorsque vous dites qu'une galaxie tourne, quel est votre système d'axes? Je suis un galactique, je travaille en coordonnées galactiques. C'est des coordonnées qui sont fixées sur le centre de la galaxie qu'on connaît à peu près, et qui sont donc la longitude et la latitude galactique. Mais il y a aussi des coordonnées extragalactiques, et il y a des coordonnées, la plupart du temps, en fait, le satellite tournant dans l'écliptique, on a beaucoup pour les calculs à l'intérieur de Gaïa, c'est essentiellement des coordonnées écliptiques qui sont utilisées. Et pour présenter les résultats, c'est des coordonnées équatoriales. Comme ça, vous avez le choix des coordonnées qui vous plaisent. Levez la main si vous voulez le micro, et ensuite, il faut juste le temps qu'on vous passe le micro. Donc on va prendre les questions sur la gauche de la scène. Et d'abord, une première question par ici. Bonsoir, merci. J'ai une question par rapport. Vous avez dit qu'on pouvait déterminer l'âge des étoiles. Comment ça s'obtient, cette information? Oui, c'est difficile. Donc, effectivement, ce sont des modèles stellaires, des modèles d'évolution stellaire. Donc, j'ai pas ce qu'on appelle en fait un diagramme de Hertzsprung-Russell. C'est un diagramme luminosité, température. C'est un diagramme que j'ai montré. Dans un diagramme comme ça, en fait, ce dont on s'est aperçu il y a 100 ans, c'est que les étoiles étaient en fait orientées du haut à gauche au bas à droite, c'est-à-dire très lumineuses, très chaudes, à des étoiles peu lumineuses et froides. C'est ce qu'on appelle la séquence principale. Et on a découvert après, en fait, que cette séquence-là, c'était la séquence qui était des étoiles de masse différentes. Plus une étoile est massive et de rayons aussi plus ou moins grands. Et donc, plus une étoile a un grand rayon, plus elle va avoir une grande luminosité, plus elle va évoluer vite aussi. Et donc, en fait, dans un diagramme comme ça, on voit la masse des étoiles. On peut étalonner, en fait, la masse des étoiles, en particulier, puisque j'ai dit qu'on avait réussi, on peut les peser avec des étoiles binaires, donc c'est ça qui sert d'étalon après,
Et avec les modèles d'évolution stellaire, on sait qu'une étoile va brûler son hydrogène au cœur, puis après va passer au stade des géantes, elle va commencer à brûler l'hélium au son cœur, puis après le cycle carbone, azote, oxygène. Et ça permet, ces modèles-là permettent en fait de dater les étoiles. Donc après, on place un objet dans un diagramme comme ça. Les deux séquences que je vous ai montrées, en fait, c'est des isochrones, c'est-à-dire en fait c'est-à-dire un âge donné, comment des étoiles de différentes masses se situeraient. Donc ça répond en fait à votre question. Une étoile, je montrais le disque épais de 11 milliards d'années, des étoiles de différentes masses de 11 milliards d'années se situaient suivant cette ligne-là. C'est ça le... Ok, merci. Et j'avais juste une autre question par rapport aux données. Il y a la publication des catalogues qui sont issus des calculs sur toute la donnée collectée. Est-ce que la donnée source, elle est accessible ou ça c'est protégé Ça sera, tout ce qui est télémétrie sera publié avec la dernière version, en fait, avec la DR5. L'idée, c'est de faire un catalogue beaucoup plus large, donc de la télémétrie brute, mais aussi des données où nous, on n'a pas forcément réussi à exploiter les informations. Voilà, on va publier un maximum de données, même intermédiaires, qu'on produit au centre de traitement du DPCC. On va fournir un maximum d'informations pour pouvoir offrir les éléments les plus complets en fait, à la communauté et permettre après, pendant les 10-20 prochaines années, à l'ensemble de la communauté de travailler là-dessus. Merci. Bonsoir. Bonsoir. C'était pour savoir, dans la partie sur les trous noirs, est-ce que l'origine des trous noirs supermassifs au centre des galaxies, elles sont connues comme par exemple, est-ce que ce serait des trous noirs primordiaux ou quelque chose comme ça? Oui, alors ce dont j'ai parlé, et je suis désolé, évidemment, je n'ai pas cité le mot trou noir stellaire. Donc, bien sûr, en fait, je parlais uniquement de trous noirs stellaires, donc c'est-à-dire la fin de l'évolution des étoiles très massives. Les origines des trous noirs primordiaux qu'on trouve au centre de nos galaxies, puisque j'ai dit qu'effectivement la nôtre avait un trou noir de 4 millions de masses solaires, c'est encore des sujets d'étude. Oui, concernant les algorithmes, on a énormément de données, c'est très précise, c'est extraordinaire. Mais est-ce qu'on pense que l'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup, pourrait apporter quelque chose dans le futur qu'on n'est pas capable de voir aujourd'hui, enfin de détecter? Alors, sur l'intelligence artificielle, on commence à entraîner des modèles déjà pour produire les catalogues qu'on fait, notamment sur les paramètres astrophysiques. Il y a quelques modèles qui tournent. Qui tournent plutôt dans les labos sur un sous-ensemble. Et ensuite, ces modèles-là, on les applique sur du coup, les milliards de données qu'on a pour obtenir les résultats. Donc on commence à le faire. Bien sûr, à mon avis, avec l'IA, on va pouvoir découvrir plein d'autres choses dans le catalogue. On le voit dès la publication maintenant aussi des catalogues. Dès que l'URL elle est ouverte, on a un taux de connexion juste pour télécharger tout le catalogue qui commence à être assez phénoménal. Voilà, c'est quelque chose même qu'on monitore maintenant dès l'ouverture du catalogue, le nombre de téléchargements et de connexions. Parce que avec toutes les technologies de maintenant, oui, il va y avoir, à mon avis, beaucoup de découvertes à faire avec l'IA. Et on en a quelques modèles quand même sur ta thématique. Je pense, Frédéric, on a quelques modèles, en tout cas d'entraînement et de data science qui tournent pour préparer les algorithmes. Oui, en particulier sur les questions des spectres. On va assez profond. On a des spectres qui sont d'étoiles qui sont très 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 bruités. En fait, il y a que du bruit. Et il y a juste en superposant, en additionnant en fait ces spectres qu'on peut faire ressortir un peu du signal, quoi. Et naturellement, comme il peut y avoir n'importe quel type de bruit, essayer d'entraîner des modèles à reconnaître est-ce qu'il y a du bruit là-dedans ou est-ce qu'il y a du signal, quoi. Mais par ailleurs, en fait, là, exactement en ce moment, en fait, on a une stagiaire dans notre équipe dans un sujet complètement différent, c'est fabriquer un moteur d'intelligence artificielle pour avaler toute la documentation Gaïa et être capable d'y répondre, de répondre à une question. Mais je viens de recruter un ingénieur, et lui faire passer l'ensemble de la connaissance qu'il y a sur Gaïa. Combien de temps il va falloir, quoi.
Et avoir une intelligence artificielle, si ça marchait, qui réponde, qui soit capable de dire ce truc-là c'est comme ça, et tu trouveras ça dans la page de la doc de tel truc, je pense qu'on peut monter beaucoup plus rapidement en compétences. Mais donc c'est un exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle. Pour les prochaines réponses, est-ce que je peux vous demander de placer le micro plus près de... Parce que je crois que dans le fond de la salle, on vous entend moins bien. Bonsoir. Bonsoir. Il n'y a pas de souci, on va essayer de faire au mieux. Oui, je voulais savoir comment Gaïa va changer ma vie dans les années à venir. Alors, bon, y a plein de choses qui se passent et qui ne changeront pas de votre vie, hein, ça c'est clair. Par exemple, si vous n'avez pas envie de vous prendre un astéroïde géocroiseur sur la tête, Gaïa, il peut vous dire, celui-là, il n'y a aucun risque, vous pouvez dormir les yeux fermés. Mais il s'agit de sciences fondamentales, en fait. Ça ne veut pas dire, en fait, qu'il n'y ait pas de retombées. Il y a... parlons techno. Le satellite Astrium, si je me rappelle bien, le carbure de silicium de tout ce qui tient les miroirs, les miroirs, le baie central, etc., tout ça, qui devait être capable de résister à la rotation du satellite, qui d'un côté est éclairé par le soleil, puis de l'autre côté il a la température de l'espace et qui chauffe, avoir un matériau qui ne se dilate pas, qui est super léger, parce qu'il faut le lancer. C'est une petite entreprise de Tarbes qui a fait les soudures pendant tout un week-end. C'est un matériau utilisé dans le spatial, qui va avoir des retombées pour ses propriétés de légèreté et de stabilité thermique. Donc il y a des choses. Vous ne saviez pas non plus quand Einstein a travaillé sur la relativité que vous ne pourriez pas utiliser votre GPS sans ça. Et comme quoi, en fait, même de la physique très très fondamentale peut retomber en fait dans des outils sans relativité. Votre GPS, il ne sert à rien. Pour compléter la réponse de Frédéric, il y a aussi le fait qu'on cartographie. Sur le quotidien, ça peut paraître ne pas apporter grand-chose, mais la cartographie Gaïa maintenant est exploitée pour tout ce qui est satellite observation de la Terre. Quand on les met en orbite, on a besoin de les calibrer, et on commence à les calibrer à partir des données des étoiles qui sont cataloguées dans Gaïa, pour vraiment bien mettre en place le satellite pour après faire de l'observation de la Terre. Donc le catalogue Gaïa, il va aussi au-delà de la science fondamentale. Il est aussi utilisé du coup par des satellites d'observation plus classiques, notamment pour le climat. Vous avez cité les laboratoires et les personnes qui travaillent sur ces données, mais vous n'avez pas parlé de l'ESA. Il me semble que c'est l'ESA qui a financé cette mission, et je pense que ça vaudrait quand même intéressant de le signaler. La deuxième chose, c'est que, à votre question, est-ce que ça va changer pour nous, il y a une autre question, c'est que ça va changer pour vous, ce qui se passe actuellement aux États-Unis. Parce que les attaques qui sont menées actuellement pour la science, il y a de nombreux scientifiques aujourd'hui qui s'alertent sur les conséquences sur l'observation de la Terre, notamment les attaques contre la NOAA, qui font qu'on risque de se retrouver sans données sur le climat, sur la météo, sur l'agriculture, sur la montée des eaux. Tout ça, c'est quelque chose qui est en train d'arriver et ça va impacter Copernicus, EUMETSAT, etc. Donc ma question, c'est est-ce qu'il peut y avoir aussi des conséquences sur votre domaine de recherche par rapport à la réorientation des budgets des États-Unis sur les missions d'exploration qui pourraient, certaines, même à Toulouse, dans les gens qui travaillent là-dessus, s'inquiètent de voir les budgets fondre. Merci. C'est une question complexe, on est dans une vraie crise mondiale là-dessus, donc oui. Alors, pour ce qui est Gaïa, oui, on a un projet européen et on fait quand même beaucoup de choses ici. On est en état de vigilance quand même un petit peu sur sur quels outils on utilise, notamment pour échanger pour les prochains catalogues, à cause des outils un peu américains, et de savoir comment on ne pas perdre ces données et ces informations et se les garder. Donc on a un point de vigilance là-dessus. Pour les missions futures, c'est clair que sur les coopérations internationales, on commence à voir des choses qui clairement vont... soit, vu que les États-Unis vont s'arrêter de coopérer, ça va soit donner du délai, soit des abandons de projets. Ça, c'est des choses qu'on va commencer à voir.
sur certains projets. Donc il y a des risques, tout ça c'est monitoré. Aujourd'hui, moi, j'ai pas de réponse là-dessus à vous donner. C'est clair que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup la communauté, hein, globalement, et même les industriels. Tout le monde est inquiet parce qu'il y a des missions qui étaient prévues, qui aujourd'hui vont certainement prendre du délai pour des restructurations, pour faire sans les États-Unis. Et sur l'observation de la Terre, je m'y connais un peu moins, c'est un peu moins mon domaine, je dois l'avouer. Mais je suis assez d'accord avec vous, le fait de ne plus avoir la NOAA ou autres partenaires, ça devient compliqué. Dans les coopérations un peu exploration, on peut parler aussi de la coopération de la NASA sur le CADMOS, hein, sur tout ce qui est exploitation de l'ISS. C'est un point de vigilance qu'on a au CNES, et les missions qu'on a en lien avec le JPL. Voilà, déjà, il y a certaines missions qui ont souffert des incendies en Californie, hein, parce que le JPL a été évacué pendant un bon bout de temps à cause des incendies en Californie. Mais aujourd'hui, pareil, hein, c'est quels vont être les financements pour les futures missions par le JPL et quelles vont être les coopérations. Tout ça, ça va être un vrai point de complexité dans les années à venir. Voilà, on est sur l'administration... Voilà, vraiment, vraiment difficile, Trump. Donc malheureusement, ça va changer le paysage spatial et le mode de coopération. Je suis désolée de ne pas pouvoir vous donner plus de précision que ça. Mais vous avez bien fait de rappeler que le satellite est un satellite de l'Agence spatiale européenne et une collaboration on a insisté une collaboration entre une trentaine d'instituts en Europe et bon, je pense que le logo de l'ESA devait être sur nos transparents. Oui, mais, il est en intro, mais c'est vrai que je ne l'ai pas cité. Donc voilà, on ne minimise évidemment pas. Pour des raisons évidentes, en fait, puisqu'il fallait choisir un axe, on a parlé des avancées locales ou nationales. Mais évidemment, l'Europe, l'Agence spatiale européenne, est à la barre là-dedans. Les nations, en fait. Et héberge le centre d'archivage principal. Hein, les nations étaient une nation européenne toute seule. Le CNES tout seul ne pouvait pas faire une mission de cette envergure. Bonsoir. Merci pour la super présentation. Vous l'aviez un petit peu évoqué, mais savez-vous si un projet est en discussion pour prendre la suite de Gaïa ? En termes d'intérêt scientifique, vous avez vu en fait le disque de la Voie lactée. Le problème, c'est que on voit pas à travers, quoi. Et la seule façon en fait de voir à travers, c'est d'observer dans une longueur d'onde qui est proche de la taille des poussières dans l'infrarouge. Et donc Gaïa dans l'infrarouge, ça serait super. Mais on trouve pas l'argent comme ça. Il y a de la concurrence dans plein d'autres thématiques scientifiques tout autant intéressantes. On n'a pas le saut quand on est passé en fait du photomultiplicateur, c'est-à-dire un pixel, à 1 milliard de pixels. On n'a pas ce saut technologique, le passage au CCD, on n'a pas ce saut-là. On n'a pas des matériaux comme le carbure de silicium, etc. Donc il n'y a rien en fait qui dise qu'on peut faire un saut technique tout de suite, quoi. Donc, et malheureusement, il y a aussi le temps qui joue contre nous. Enfin, pour les astronomes, en fait, le temps joue contre nous parce que plus vous avez une base de temps grande entre deux événements, et plus précisément, en fait, vous pouvez connaître la vitesse, quoi. Donc les mesures, en fait, par exemple sur des étoiles binaires, etc., la découverte, en fait, ça donne accès. Si vous attendez beaucoup entre deux missions, vous avez accès à des binaires de beaucoup plus grande période, quoi. Donc il y a un compromis à trouver entre. D'ailleurs, ça s'est passé. Le saut technologique, en fait, juste une parenthèse, le saut technologique s'est passé entre Hipparcos et Gaïa. Et c'est ça qui a permis de. Hipparcos servait de précurseur. Et il a montré que c'était exactement ça qu'il fallait faire. Et qu'on pouvait le faire, en fait, sur un nombre 10 000 fois plus d'étoiles, plus grand. Donc à l'époque aussi, il y avait ne pas perdre. Les gens qui avaient commencé à travailler sur Hipparcos comme moi et ne pas les perdre parce qu'il y a aussi les aspects d'une équipe qui a commencé à travailler là-dessus, ça passe beaucoup plus facilement si on a le suivi. Donc pour répondre, il y a ce qu'on appelle Gaïa NIR, vers l'infrarouge, qui est dans les cartons, mais quand est-ce que les cartons vont s'ouvrir? Ça, c'est pas pour tout de suite à mon avis. On ne l'attend pas avant 2030-2035, un truc comme ça.
Quand vous dites que vous entraînez l'IA, c'est-à-dire que vous faites des réseaux de neurones ou quelque chose de totalement différent? Non, ça s'appelle un RAG, c'est pour retrouver l'information. Je dois avouer que je ne suis pas vraiment compétent là-dessus. C'est, en gros, on refait un Mistral ou on refait un ChatGPT. Parce qu'on pourrait évidemment se poser la question, pourquoi pas utiliser ça? Parce qu'on ne peut pas leur donner nos données. Ne serait-ce que parce qu'en fait, les données qu'on a ne sont pas publiques. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on fabrique notre propre moteur, comme font les grandes entreprises comme Mistral, etc., en partant de choses de domaine public. Donc en entraînant, en posant des questions, en donnant des questions et des réponses, et en entraînant la machine à comprendre et à être capable de reformuler et de trouver la réponse aux questions. Bonsoir. J'aurais une question concernant la reprise de données. J'aurais une question concernant la reprise de données initiale concernant les travaux faits en 1700 et quelques de la part de femmes comme Cecilia Payne ou d'autres, monsieur et madame Herschel ou d'autres femmes et hommes. Pardon. Oui, j'aurais une question concernant comment s'est faite la reprise de données entre les travaux faits à partir de 1700 et quelques sur la classification des étoiles faite par Cecilia Payne, par exemple, ou d'autres, femmes ou hommes astronomes, oui. Et quelle a été la reprise, enfin, quelle a été la méthodologie pour reprendre des données non numérisées. Je pense que vous devez faire allusion à l'équipe de femmes qui travaillait avec Pickering et en particulier à Miss Cannon qui a fait la classification stellaire. Tout à fait. C'était au début du XXe siècle. Mmh. Et ça, c'est un épisode, bon, on n'a pas le temps pour d'en discuter, mais dedans, en fait, dans cette équipe, en fait, il y a une femme je parlais de binaire spectroscopique, la première binaire spectro a été trouvée par une femme, et évidemment, la plus célèbre d'entre elles, c'est Miss Leavitt, sans qui, en fait, Hubble n'aurait jamais pu mesurer la vitesse d'éloignement de l'univers et montrer que, en fait, il y avait des galaxies en dehors des nôtres. Ces travaux-là, en fait, périodiquement, ne peuvent pas être réutilisés parce que la précision des mesures qu'on a actuellement est telle qu'on ne peut pas réutiliser. On peut les réutiliser en sens façon historique, mais ces données brutes-là, c'est difficile à utiliser. C'est intéressant historiquement. C'est intéressant aussi, en fait, ça marque, en fait, c'est pas le déclenchement, en fait, de la présence des femmes en astronomie, hein, parce que c'est depuis très longtemps, en petit nombre, mais depuis très longtemps. Par exemple, je parlais de Herschel, Caroline Herschel a découvert un certain nombre de comètes et a beaucoup travaillé avec son frère. Bonsoir. Déjà, merci beaucoup du coup pour la présentation. Moi, j'ai une question plus pratique, un peu plus calculatoire. C'était sur la méthode de peser des étoiles. Alors, j'ai bien compris qu'on utilisait un système binaire et donc du coup le mouvement de la première étoile par rapport à l'autre corps. Mais j'imaginais que du coup, pour cela, il faudrait connaître la masse justement de l'autre corps autour de lequel il orbite. Comment on fait si on ne connaît pas cette masse, justement, si on ne connaît pas la masse des deux éléments dans le système? Alors, le pire, c'est que la plupart du temps, on ne voit pas les deux. On n'en voit qu'une. Et on essaye de peser les deux avec une seule. En fait, je vous disais, il y a une formule très simple. La séparation au cube divisée par la période au carré, c'est la somme des masses. Donc c'est ça qui vous donne une idée, là. C'est la somme des masses. Donc si vous mesurez, en fait, la séparation entre les deux étoiles, à condition de les voir,
Si vous mesurez leur période, c'est facile, vous regardez au bout de combien de temps elle a fait un tour, vous trouvez tout de suite la somme des masses. Et après, en fait, vous avez le rapport de masse, en fait, qui est le rapport des séparations. Donc, si vous avez, il y a des cas en fait où vous avez les plein de mesures. J'oublie aussi les binaires spectraux où quand on voit le fait que les deux bougent, alors on a directement le rapport. Quand on voit les deux, on a directement le rapport de masse. Donc la somme des masses plus le rapport de masse, ça donne les deux masses. Donc ça c'est une des méthodes qui est utilisée. Il y en a. Je pense que je pourrais y passer la soirée, quoi. Bonsoir. Du coup, moi, j'ai une petite question par rapport au transfert de données entre Gaïa et la Terre. Quelle technologie vous avez utilisée du coup pour le transfert des données entre Gaïa et la Terre en termes de télécommunication? Une bonne question. Je ne sais plus. Pendant qu'on réfléchit, l'ordre de grandeur, c'était donc le point de Lagrange L2, c'est 1 500 000 km. Et on avait en gros, sur une journée, on avait du mégabit par seconde en vitesse de transmission. Et ça intégré par jour, dépendant de la visibilité en fait, des objets. Comment se faisait le transpondeur? Comment travailler ce transpondeur? Je ne sais pas. Je ne sais plus si c'est en bande X. Je crois que c'est en bande X qu'on l'avait. Enfin, c'est vraiment un échange avec les ATRAC. Et voilà, j'ai un trou de mémoire. Je suis désolée. Bonsoir. Merci pour votre conférence. Vous avez évoqué la matière noire, notamment dans les petites galaxies qui orbitent notre Voie lactée. Alors, est-ce que c'était un objectif de Gaïa d'étudier cette matière noire? Et enfin, si vous avez des mots à dire là-dessus. Elle est toujours un petit peu cachée en fait dans les recherches scientifiques, évidemment. Là où je pense en fait qu'elle intervenait plus, c'était pour la question de notre Voie lactée, la quantité de matière noire dans notre Voie lactée, le poids de la masse de notre Voie lactée. Parce que là, on montre, en fait, on voit la matière visible, et le fait que la courbe de rotation de notre galaxie descende beaucoup trop lentement en fonction de la distance au centre est due à la présence de matière sombre. Donc là, en fait, dans le fait de pouvoir peser notre galaxie, il y avait la recherche de la matière sombre. Je ne pensais pas en fait que ça viendrait sur les petites galaxies extérieures, parce que la précision des mesures de Gaïa n'aurait pas dû en fait être suffisamment bonne pour qu'elle soit valable en fait pour ces petites galaxies-là. Mais le mouvement propre de ces galaxies-là a aidé quand même à aiguiller sur le fait que de pouvoir mesurer les vitesses et d'aiguiller en fait sur la présence ou non de matière noire dans ces petites galaxies-là. Il faut bien se dire en fait que pour qu'un satellite scientifique soit lancé, il faut un vrai cas scientifique. Donc le bouquin en fait de la prospective qu'on avait fait en 2000 de qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Gaïa, il fallait pouvoir convaincre les financeurs, quoi, entre guillemets. Donc en fait, il fallait qu'il y ait du lourd dedans. Donc ça m'étonnerait franchement, je ne me rappelle pas, mais ça m'étonnerait franchement que la matière sombre n'ait pas été dans les cas scientifiques qu'on voulait étudier. Ah, excuse-moi, c'est à mon tour. Excuse-moi, moi, merci beaucoup pour la conférence. Moi, j'ai une question vraiment amateur. C'est pas professionnel. Je pense que le Gaïa, on peut dire, c'est travailler sur astrotopologie. Je voudrais juste savoir, en fait, c'est comme on mesure pour l'espace, pour les choses, on prend le repère comme algèbre. Il y a un autre système qui s'appelle Riemann. C'est pas comment dire, je manque de vocabulaire pour les maths. En fait, c'est tout droit avec une façade très plate. Est-ce que Gaïa qui utilise quel
quel genre de le repère algèbre, en fait. Est-ce qu'il tient compte, quand il mesure les étoiles, le trou noir, est-ce tenu compte comment dire, l'espace. La déformation de l'espace. Ouais, oui, la topologie de l'espace et le temps, parce que la lumière qui est au milieu de tout noir et sur les bras, la lumière qui arrive, c'est pas le même temps, c'est pas le même. C'est pas la même trajectoire. Excuse-moi. Oui, vous avez raison. Je suis vraiment amateur. C'est pas une question si naïve quand même. Hein. Non, c'était extrêmement compliqué en fait. Mais vous avez raison en fait. Pour pouvoir faire les calculs derrière des positions d'étoiles, des mouvements, etc., il faut se poser la question d'où vient la lumière, qu'est-ce qu'elle a rencontré sur son passage. Et en particulier, le fait que la lumière passe à proximité du Soleil ou même des planètes fait que la relativité générale doit intervenir en fait dans les équations. Donc c'est une équipe allemande en fait qui et puis il y avait une autre équipe italienne qui travaillait là-dessus. Donc pour modéliser le signal qu'on reçoit, effectivement, il faut être capable de modéliser tous les effets physiques, dont la courbure de l'espace-temps qui intervient aussi. Parce que Gaïa était tellement précis en fait qu'on ne pouvait pas le négliger. Donc c'était obligé que ça soit là-dedans. Maintenant, en tirer de la physique fondamentale avec ça, c'est pas si évident. En particulier des paramètres de la relativité générale qu'on espérait pouvoir contraindre avec les mesures de Gaïa. C'est pas très simple parce que Gaïa a des difficultés d'erreurs systématiques, enfin un certain nombre de complexités qui font que on n'est pas sûr en fait qu'on ait du retour. Mais pour répondre à votre question, oui, on était obligé de prendre en compte la topologie de l'espace. Oui, bonsoir. Oui, j'ai une question relative aux observations qui ont été faites, enfin, aux mesures et des paramètres, et en particulier, les mesures qui sont faites, qui sont relevées, en fait, sont des mesures dans le passé. La galaxie faisant, bon, si on prend les 100 000 années-lumière, donc ce qui a été relevé, c'est ce qui se passait il y a 100 000 ans. En plus de ça, vous avez toute une série, enfin un nombre impressionnant d'objets qui sont à des distances, évidemment, par rapport à Gaïa, qui était à des distances extrêmement variables, bien sûr, entre le maximum, mettons, 100 000 ans, et puis pour les plus proches, je ne sais pas, 2000 ans, 1000 ans. Donc la question que je pose, c'est est-ce que, avec ces observations qui cataloguent des objets, mais à des époques différentes. Est-ce que vous avez, avec les moyens de calcul actuels dont on dispose, est-ce que vous avez la possibilité de faire une extrapolation par rapport à la situation aujourd'hui ? Je comprends votre question. Mais je ne suis pas sûr qu'on y réponde, enfin, ou qu'on l'utilise de cette façon-là, sans se poser la question. Je vous ai parlé d'archéologie galactique, donc on se pose réellement la question de revenir dans le passé. J'ai parlé aussi de trajet de lumière, donc on est obligé aussi de se poser la question de qu'est-ce qui s'est passé le long de ce trajet, etc., et de la durée que ça met et tout ça. Je suis d'accord, en fait, que vous voyez comment c'était dans le passé, mais en fait, on ne s'intéresse pas en fait, au passé de la lumière, on voit l'information qui arrive là, on sait que ça se rapporte à tel moment, et donc ça permet de dater les événements, mais on ne va pas au-delà de ça, d'une certaine façon. Après, on a quand même la dynamique, on a les paramètres de vitesse, on commence à comprendre un peu les évolutions de la dynamique des étoiles dans la galaxie, donc on a une possibilité de voir un peu comment se déplacent sur un certain laps de temps les étoiles et en faire une projection. Après,
ça reste de la science, ça reste une projection et on peut s'en faire une idée. Voilà, on avait une chef de projet avant moi qui disait souvent Gaïa, ça permet de savoir d'où l'on vient et quand on sait d'où l'on vient, on peut facilement savoir où on va. Voilà, parce qu'on vraiment on a cette coordonnée, ce paramétrage et cette cartographie avec 6 paramètres, dont les paramètres de vitesse qui permettent un peu de faire des hypothèses, en tout cas sur comment ça pourrait être, quoi. Mais ça reste de l'hypothèse. Pour compléter, en fait, il y a une question d'ordre de grandeur. Vous avez vu la galaxie, c'est 100 000 années-lumière. Donc en gros, en fait, un objet de l'autre côté de la galaxie, et puisqu'on s'intéresse essentiellement aux étoiles de notre galaxie, c'est hier. 100 000 ans. 100 000 ans, c'est hier. On parle en milliards d'années, là. L'unité de base, en fait, pour l'astronome, c'est le million d'années. Donc, en fait, le temps de lumière, il vous dit comment c'était il y a 100 000 ans, mais 100 000 ans, c'est il n'y a pas très longtemps, en fait. Tout est relatif. Bonsoir. Je reviens sur la galaxie. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir son poids ? À quoi sert de savoir le poids de la galaxie ? Parce que c'est pas parce qu'il y a de la compétition avec la galaxie d'Andromède à côté, quoique, mais parce que on baigne dans un potentiel galactique qui dépend de cette masse. Donc, par exemple, pour savoir l'avenir d'un système binaire. Si le potentiel galactique est beaucoup plus fort, les deux étoiles vont se retrouver séparées, parce que le potentiel va être plus fort, en fait, si les étoiles sont suffisamment séparées, le potentiel peut être plus fort que l'énergie gravitationnelle. Donc ça traduit un intérêt sur un objet particulier. La dynamique de notre galaxie dépend de sa masse. C'est un paramètre qui est fondamental, en fait, la masse. La compréhension aussi, dans le passé, de est-ce qu'on a absorbé ou est-ce qu'on a été absorbé, ça dépend aussi de la masse, en fait. Donc, si on veut faire de l'histoire, si on veut faire de la physique, l'histoire de la formation de Voie lactée, si on veut faire de la physique de l'évolution de galaxies, qu'est-ce qu'elle va devenir dans le futur ? Tout dépend, en fait, de la masse. C'est quand même un ingrédient de base, quoi. Et le coup, évidemment, derrière, il y a la question de la matière sombre. Donc, si toute la matière baryonique expliquée, on ne se poserait peut-être pas autant de problèmes, mais il se trouve que la masse visible et puis la masse qu'on pèse ne coïncident pas. Donc on a besoin de rajouter de la matière sombre là-dedans. Donc c'est important quand même la question de la masse, quoi, savoir vraiment ce qu'on pèse, quoi. Voilà, donc il y a vraiment de la science derrière, hein. Ça sera le mot de la fin, je crois, la science derrière, il y en a devant aussi. Si on n'a pas pu répondre à toutes les questions, je pense qu'on aura probablement une nouvelle conférence sur l'exploitation des résultats de Gaïa en 2026, je pense, d'ici 2026. 2026, 2027, il y a encore de quoi parler. Je vous remercie. Je remercie les deux conférenciers. Je crois qu'on peut les applaudir. Voilà, merci. Peut-être je voudrais profiter de cette occasion pour peut-être donner un petit message de sympathie avec une personne qui a travaillé sur Gaïa, Véronique Valette, qui a notamment travaillé au CNES sur l'exploitation des données. Il y a certainement des gens dans la salle qui la connaissent. Elle a perdu son mari et elle aurait aimé être là dans la salle ce soir, mais c'est la journée des obsèques. Donc toute notre sympathie avec Véronique. Je vais, avant de vous libérer, juste vous dire que ces conférences sont organisées par les Amis de la Cité de l'Espace. Bon, il y a des fidèles dans la salle, mais ceux qui viennent pour la première fois, ça, vous dire qu'on est une association de bénévoles qui travaillons avec la Cité de l'Espace pour organiser un certain nombre d'activités. Vous connaissez les conférences. Il y a également des tas d'autres choses. Je peux mentionner par exemple les samedis de découverte qui sont des rendez-vous du samedi en plus petit comité et où on aborde différents sujets.
On va dire le prochain samedi de découverte juste après. On a aussi des publications, on fait des concours. Dans la série des choses qu'on fait pour nos adhérents, alors sans dévoiler de secret maintenant, mais il y aura une visite un peu exceptionnelle dans quelques semaines. Donc surveillez la communication sur la messagerie des adhérents. Et alors, je parle des adhérents. On vient de faire notre assemblée générale 2025. On avait pas loin de 300 adhérents. On espère qu'on dépassera le record de l'année dernière. On s'est approché des 400 adhérents. C'est un peu un objectif qu'on aimerait bien atteindre d'ici la fin de l'année. Et on sait que l'adhésion, c'est une année civile, donc c'est le bon moment pour adhérer. Si je peux avoir la planche suivante, s'il vous plaît. Voilà, les prochains rendez-vous. Alors, j'ai mentionné surtout les 3 prochaines conférences. On va changer totalement de distance, en tout cas à l'échelle du voyage dans l'espace. On va recevoir mi-mai Philippe Lugherini. Philippe Lugherini, il a écrit un livre récemment qui s'appelle L'espace des fous. Et ça va être une soirée un peu, disons, nouvelle pour nous. C'est quelqu'un qui a un point de vue assez marqué sur comment on doit explorer l'espace aujourd'hui. Je ne vous cache pas qu'il va parler à la fois de la vision de certains milliardaires américains dont on parle beaucoup en ce moment et d'une vision plus européenne. Donc Philippe Lugherini, mi-mai. On aura ensuite une nouvelle conférence très scientifique sur la mission Euclide qui a été évoquée tout à l'heure. Donc on va parler à nouveau d'astronomie. Et alors 18 juin, un peu de géopolitique spatiale. Antoine Bouvier, l'ancien patron de Astrium, alors c'est plus Astrium, hein, Airbus Defence and Space, mais Astrium c'était pas mal pour parler des étoiles. Airbus Defence and Space, Antoine Bouvier, il a été aussi patron de MBDA, et c'est un monsieur qui a un regard sur l'Europe du spatial et de la défense. Je pense que ça sera une bonne soirée. Sinon, je reviens aux autres activités. J'ai mentionné on a 2 samedis découvertes en ligne de mire fin avril et fin mai, un sur la réalité virtuelle et un autre sur l'intelligence artificielle. On a démarré un cycle sur l'IA dans les samedis découvertes, et là, je crois que ça serait la troisième rendez-vous, 3e ou 4e rendez-vous sur l'IA. On a sinon, pour les jeunes, 2 rendez-vous fin avril, une journée où on va accueillir des centres de loisirs de la ville de Toulouse, le 23 avril, et le 23 et le 24 mai, en partenariat avec Planète Science, les défis solaires, des courses de véhicules solaires. Vous avez vu que les panneaux solaires dans le spatial, ça sert aussi sur nos petites voitures, notre petite voiture électrique. Et la sortie au Pic du Midi, à la fin du mois de juin, réservée aux adhérents. On est en train de... il y aura certainement un système de tirage au sort, parce qu'on a une capacité limitée, on ne pourra pas emmener tout le monde. On commence déjà à parler d'un deuxième tour, mais il y aura normalement, le jour de l'été, on espère qu'on aura un ciel d'été, une très belle visite du Pic du Midi avec deux conférences sur place pour nos adhérents. Voilà. Je vous remercie d'être venus aussi nombreux, d'avoir assisté. Alors, on fait aussi une série d'émissions sur Campus FM, 94 MHz, et sinon les podcasts peuvent être diffusés dessus. Voilà, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux ce soir. Vous allez recevoir dans les heures qui viennent ou demain un petit questionnaire de satisfaction sur la conférence. Merci, on espère vous revoir très bientôt. Bonne soirée et merci à nouveau à nos 2 conférenciers. Merci beaucoup.